Bonjour à tous, alors vous le savez, Ultimate Spider-Man numéro 1, nouvelle époque, est sorti cette semaine aux États-Unis chez Marvel. C'est un énorme succès, le premier numéro est quasiment en rupture partout et ça devient très difficile à trouver. Un second tirage est en cours. Les premiers exemplaires s'échangent à plus de 45 $ sur eBay. Il y a un véritable engouement pour cette série. Il faut dire qu'elle était très attendue. Non seulement c'est le retour de l'univers Ultimate, même si c'est un univers Ultimate différent, eh bien le concept est le même, c'est-à-dire amener Spider-Man à une nouvelle génération de lecteurs et réconcilier les fans de Spider-Man, les lecteurs et Spider-Man, puisque vous le savez, depuis quelques années, la série régulière souffre d'un manque de créativité. On a l'impression de naviguer à vue, les ventes sont faméliques et il y a un vrai problème pour faire lire du Spider-Man, parce que Spider-Man c'est devenu un petit peu compliqué. Donc on fait comme en 2000, on repart avec une nouvelle série, on repart avec une nouvelle intention, un nouveau numéro 1 destiné aux nouveaux lecteurs, destiné également aux fans de toujours. Je vous ai fait une vidéo pour vous dire à quel point j'étais excité par cette série et à quel point j'ai adoré replonger dans un univers nouveau avec tous les twists et tous les changements que Jonathan Hickman a pu apporter. Et j'ai décidé également de me livrer à un test, parce que je me suis dit, ok, moi je suis un vieux lecteur de comics, j'adore Spider-Man, je connais tout sur Spider-Man, j'ai vu tous les films et j'ai lu des centaines de comics. Ça me plaît parce qu'il y a quelque chose de neuf, il y a une écriture nouvelle, il y a un ton nouveau, il y a des changements qui sont intéressants. Et ça réinvente Spider-Man tel qu'on le voulait, et ça a réussi à cocher plein de cases, et surtout ça arrive à rendre Spider-Man lisible. Mais quel effet ça ferait, quel effet ça fait sur quelqu'un qui n'a jamais lu Spider-Man et sur quelqu'un qui pourrait apprécier ce numéro. Et donc j'ai fait lire ce Ultimate Spider-Man à ma nana et je lui ai demandé ce qu'elle en pensait. Alors, petit élément de contexte pour vous camper un peu le personnage. Elle n'est pas lectrice de super-héros, elle lit des graphic novels puisque je lui ai fait découvrir quelques graphic novels et elle en a chez elle également. Des choses comme Dahmer par exemple, les bouquins de Bark Derf comme Trashed ou des bouquins de ce genre là édités par ça et là, des bouquins comme Common Indio par exemple qui est sorti chez Comics Initiative, ou des bouquins comme Headgain chez Delcourt. Ça c'est des choses qui lui plaisent. Donc la culture américaine et la culture de la bande dessinée plutôt du côté indé, c'est des choses qui lui plaisent. Alors elle n'a pas d'appétence particulière pour les films de super-héros, même si elle a vu le premier film Spider-Man il y a bien longtemps, avec évidemment ces scènes iconiques du baiser inversé de Mary Jane et Spider-Man. Et voilà. Pourtant, elle a une culture évidemment très, très importante, et elle a vu évidemment les Star Wars, les Seigneurs des Anneaux, et apprécié, et c'est une joueuse de Last of Us sur PS5 par exemple. Donc il y a une appétence généralisée pour tout ce qui est monde fantastique, pour ce qui est divertissement, et quand c'est bien fait, c'est très largement apprécié. Moi ce que je voulais, c'était un œil neuf. Je me suis dit tiens, je vais faire lire à quelqu'un qui n'a jamais lu de Spider-Man cet épisode, parce que c'est le moment de faire lire Spider-Man, hein. Je vais pas faire lire Amazing Spider-Man numéro 42 par Zeb Wells et John Romita Jr., ça n'aurait pas d'intérêt. L'idée c'était de faire une sorte d'expérience de lecture et de lui dire est-ce que ça va te plaire, est-ce que tu vas apprécier, et est-ce que tu vas comprendre, non pas que ce soit très difficile à comprendre, mais est-ce que tu te sens embarqué, est-ce que tu te sens pas exclu, et est-ce que c'est quelque chose qui pourrait plaire à des gens qui n'ont jamais lu de Spider-Man. C'est un nouveau départ pour Spider-Man, vous le savez, mais c'est également hyper référencé, c'est-à-dire qu'on twiste l'histoire principale. Donc si on ne sait pas en prenant c'est que dans ce Spider-Man, que dans la continuité Ben Parker est mort et que Peter Parker, qui était devenu Spider-Man, devient véritablement le héros qu'il va devenir parce que avec de grands pouvoirs implique de grandes responsabilités, et qui est Mary Jane, et qui est le bouffon vert, et qui sont Jonah Jameson, etc. Nous on a ces éléments de contexte parce qu'on connaît Spider-Man sur le bout des doigts, mais tout le monde ne connaît pas Spider-Man sur le bout des doigts. Donc c'est pour ça que c'était hyper intéressant pour moi
d'avoir cet œil, et surtout que je n'ai donné aucun élément de contexte avant. J'ai donné ce numéro, celui que j'ai dans les mains, et j'ai dit vas-y lis-le et dis-moi ce que tu en as pensé. Voilà, donc il y a des twists parce qu'il y a des choses qui changent par rapport à la continuité que vous connaissez, mais nous on les connaît, mais tout le monde ne les connaît pas. Alors du coup je lui ai demandé quelle était sa première impression. Elle m'a dit qu'elle trouve ça très très joli, notamment le dessin de Marco Checchetto était très classe, très adulte m'a-t-elle dit. Peter Parker est classe, Mary Jane est un peu trop sexy pour une mère de 2 enfants, mais le New York traumatisé, le New York qui pleure ses morts, le New York tel qu'on le découvre dans les pages, eh bien c'est quelque chose qui parle énormément, et donc ça c'est vraiment quelque chose qui marque des points dès le début. Ensuite, le départ, me dit-elle, est très très bien. Les rapports humains sont top, les personnages sont bien campés, on comprend qui est qui, on comprend que Peter Parker c'est Peter Parker, que Mary Jane, leurs enfants, etc. Tout ça est très bien amené, le début est même plutôt prometteur, et donc ça fait très plaisir. C'est très actuel, c'est réaliste, il y a les difficultés du Daily Bugle, la vie d'un journal, ça c'est des choses qui plaisent énormément, et que cette introduction des personnages est bien faite, on comprend qui est qui et quels sont les enjeux. Je lui ai demandé si c'était plutôt bien écrit, on m'a dit que c'était plutôt bien écrit, même s'il y avait quelques tics de langage, parce que, en fait j'ai posé la question parce que Jonathan Hickman, ça peut être tortueux parfois. Alors je l'ai dit dans ma vidéo précédente, Jonathan Hickman est tortueux sur les Avengers, il est tortueux sur les 4 Fantastiques avec ses diagrammes, ses schémas, ses machins. Là c'est plutôt grand public, donc il y a plutôt rien à dire, donc c'est complètement abordable. Voilà, pour quelqu'un qui n'aurait jamais lu d'anglais, c'est plutôt abordable. Ce qu'elle m'a dit, c'est que en fait elle a beaucoup aimé le début, et qu'à la fin elle a complètement décroché, parce que d'un coup il y a le bouffon vert qui arrive, il y a l'apparition de Tony Stark, il y a cette histoire de Orbe que moi j'ai à peu près, que j'ai compris, mais qui arrive un peu comme un cheveu sur la soupe. Dès l'arrivée de toute la partie super héroïque et donc référencée, elle s'est sentie exclue. Dès que les super-héros sont introduits, en fait, dès que ce monde qui était un monde qui pourrait être le New York d'aujourd'hui, eh bien devient ce monde qui était un monde sans super-héros, et les super-héros apparaissent, et donc les super-vilains, eh bien elle s'est sentie exclue. Pourquoi ils débarquent? Qu'est-ce qu'ils font là? C'est qui? Voilà, quand le bouffon vert est arrivé, elle m'a dit c'est qui? Et pourtant, il y a 20 ans, elle avait vu le film, et elle s'en souvenait plus. Voilà, elle s'est vraiment sentie exclue parce qu'elle n'a pas cette appétence pour les super-héros, elle n'a pas cette connaissance, et d'un coup, cette bande dessinée qui partait comme quelque chose de très réaliste, eh bien, ne l'était plus, et donc les choses arrivaient un petit peu, et c'est peut-être un des gros reproches faits à ce premier numéro dans cette tentative et dans cette expérience, c'est de dire mais on ne comprend pas les transitions, on ne comprend pas pourquoi d'un coup il y a ces personnages qui arrivent. Alors oui, c'est du foreshadowing pour plus tard, mais c'est pas assez bien amené, c'est pas assez explicité, et on nous accompagne pas, et pour quelqu'un qui n'est pas un lecteur ou une lectrice habituelle de Spider-Man et des comics en général, eh bien c'est excluant. Il y a ce monde réel, et souvent des éléments surnaturels arrivent, un peu comme un cheveu sur la soupe, et que ce serait pas bien amené. Alors en fait le problème c'est que d'après ce que j'ai compris, ce comics reste pour quelqu'un qui ne l'a pas lu assez excluant, et ça s'adresse aux gens qui connaissent déjà un peu Spider-Man, comme je l'ai dit tout à l'heure, notamment qui auraient vu les films. Et c'est vrai que si vous avez vu la trilogie avec Tobey Maguire, vous connaissez un peu les personnages, etc. Il y a plein d'apparitions de personnages. Alors moi quand j'ai commencé les comics, je comprenais pas tout, mais j'ai raccroché les wagons après, donc c'est quand même un exercice que nous, lecteurs de comics, on est habitués à faire, mais les gens qui ne sont pas habitués à ça, peut-être que c'est très compliqué, parce que c'est pas, les personnages ne sont pas introduits comme ils devraient l'être. Je pense que n'ayant pas vu autre chose, ni film d'animation, ni film, ni série Disney+, ou des séries Netflix, le personnage de Wilson Fisk, pardon, eh bien, passe complètement inaperçu. Matt Murdock, c'est juste un curton, et puis le Green Goblin, il y a cette question. En fait, ça fait un peu le même effet, je sais pas si vous vous souvenez, quand lors du dernier Spider-Man au cinéma, où il y a tous les Spider-Man, des anciens films qui reviennent, où il y a cette apparition de Matt Murdock, où dans la salle,
Ils ont fait un petit arrêt pour que les gens applaudissent parce qu'il y avait Matt Murdock qui arrivait et que donc le Matt Murdock de Netflix, le Daredevil de Netflix était enfin introduit dans les films Marvel, ce qu'on attendait depuis des années, et on était sur une salle pleine, 10 à dire ouais, alors que normalement je pense que les gens qui ont fait le film s'attendaient à ce que tout le monde éclate de rire, ou tout le monde tape des mains, ou tout le monde se fasse ouais, et ça n'est jamais arrivé parce que finalement il y a très peu de gens qui ont vu ces séries là, et les gens qui ont vu ces séries, ce ne sont pas les mêmes qui ont vu les films, et donc ils n'ont pas reconnu tout simplement Matt Murdock. Donc tout ça est un peu excluant, on reste dans cet entre-soi, si vous voulez, qui fait du mal aux comics, hein. C'est ça le problème numéro 1, on l'a souvent dit, c'est que les comics se sont souvent exclus, et c'est souvent le problème. Donc c'est pas forcément pour les novices, et que voilà. Alors autre chose qui a été soulignée par mon ami, c'est que elle me dit il manque des cases. On a l'impression qu'il y a un vrai problème de narration propre aux comics, parce que je lui avais déjà mis d'autres choses entre les mains, et que de temps en temps on comprend mal d'une transition à l'autre, les ellipses ne sont pas forcément bien réalisées, et c'est vrai que de temps en temps il y a ce petit problème de narration dans les comics, notamment chez certains très mauvais scénaristes. Chez Hickman ça se voit un peu moins, mais il y a quand même ces petits tics de langage. Le problème numéro 1 que j'ai identifié donc à la lecture de ce numéro 1, c'est que c'est un numéro 1, c'est très très bien pour les gens comme moi évidemment, qui j'ai lu Amazing Spider-Man, j'ai lu la première version d'Ultimate Spider-Man. Spider-Man je connais. Le problème c'est que c'est pas vraiment, c'est un numéro 1 et c'est pas un numéro 1. Pourquoi? C'est parce qu'avant il y a eu Ultimate Invasion, la mini-série qui sort en 100% chez Panini dans les prochaines semaines. Il y a des références aussi à l'ancien univers Ultimate, et donc aux personnages, et à One Shot Ultimate Universe qui est sorti en novembre. Et voilà, on parle, il y a le Iron Man, il y a le Tony Stark qui est là, c'est Iron Lad, hein, je crois, non, ou Iron Man, je sais plus, qui arrive, et il y a la référence au Maker qui a empêché la naissance des super-héros 20 ans plus tôt, et donc ces refs-là, si on lit cet épisode, on les comprend pas parce que on n'a pas lu Ultimate Invasion. Donc c'est un vrai problème parce que une nouvelle fois ça exclut le lecteur. Et moi je rêve évidemment d'un épisode numéro 1 qui prendrait par la main le lecteur, et alors sans faire un comics all age, un comics pour les enfants de 6 ans, non, il faudrait réussir à embarquer tout le monde, et c'est le gros problème. Donc voilà, si on n'est pas déjà un fan ou connaisseur, on se sent un peu exclu, c'est ce que cette expérience nous prouve, même si moi en tant que lecteur de toujours, eh bien j'ai apprécié, j'ai adoré, et je vous en ai dit le plus grand bien dans la vidéo d'hier, eh bien je tenais à faire cette expérience parce que c'est très important de voir, est-ce que si vous le mettez entre toutes les mains, est-ce que vous allez apprécier. Et donc j'ai terminé par cette question, est-ce que tu as envie de lire la suite? Et elle m'a dit bon non, parce qu'elle a décroché, un peu comme vous savez quand on regarde une série, et puis il y a 2 épisodes qui nous plaisent, et puis au bout d'un moment ça nous plaît un peu moins bien, on se force à regarder les 2 suivants, et puis après on décroche, parce que le côté street, le côté New York, le côté vie réelle est très bien dépeint, et que dès que ça passe sur le super-héros, eh bien il y a tous les mauvais gimmicks du comics qui réapparaissent et qui excluent le lecteur. Et donc voilà, donc c'est vraiment ce qui ressort de cette expérience, et c'était hyper intéressant évidemment de faire ça et de faire cette expérience, et je suis ravi de l'avoir fait parce que c'est super, c'était le but, c'était d'avoir un œil neuf, et c'était d'avoir l'œil de quelqu'un qui s'y connaît en pop culture, qui consomme de la pop culture, qui consomme du cinéma, des jeux vidéo, mais qui lit très peu de comics de super-héros, qui n'avait pas d'appétence pour ça à la base, et qui une nouvelle fois s'est senti exclu parce que c'est trop compliqué. Voilà, donc une expérience à renouveler sur d'autres titres évidemment. J'ai fait lire d'autres titres, je lui ai fait lire Magic Order, je lui ai fait lire Jupiter's Legacy, c'est plus facile d'accès, j'ai souvent dit que Mark Millar était très doué pour ça, d'emmener les gens par la main, et de ne pas exclure les gens qui ne sont pas déjà lecteurs, et c'est sa force, parce qu'il arrive à faire des choses, des portes d'entrée beaucoup plus accessibles pour tous les nouveaux lecteurs, donc c'était la difficulté, parce qu'il fallait évidemment plaire aux fans de toujours, et essayer d'en séduire. Alors je ne dis pas que ça va pas séduire des nouveaux lecteurs, je dis juste que cette expérience nous aura appris plein de choses. Voilà, je voulais partager cela avec vous, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous donnera envie de lire Ultimate Spider-Man si vous êtes déjà fan, et une expérience certainement à renouveler. Allez, salut!